Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. 12 jours, 19 heures, 2 minutes et 30 secondes. C'est le temps qu'a mis Frédéric Denis pour allier Lanzarote à Pointe-à-Pitre lors de la deuxième et dernière étape de la Mini Transat Île de Guadeloupe. Une arrivée au petit matin pour ce Trinitain de 31 ans dont c'est la première participation à cette course. Anne-Elisabeth Artsen a recueilli ses tout premiers mots. À 5h12 et 30 secondes, Frédéric Denis passe la ligne d'arrivée située à la Pointe Verdure au Gosier. Devant un public essentiellement composé de passionnés et de la presse, c'est au Memorial Act que le skipper a retrouvé la terre ferme après 2 semaines en mer et une légère frayeur à l'approche des côtes de Saint-François. J'ai entouré la quille dans un casier, et c'est vrai que direct j'ai percuté, j'ai affalé le speed et tout, mais sans prévenir un peu les bateaux autour, donc c'est vrai que je me suis dit ça peut être dangereux, puis je savais qu'il y avait un peu d'avance, donc du coup j'ai affalé, j'ai réussi à quiller, à m'accrocher aux filières pour aller chercher le bout, le couper. Et puis après, même déjà sous GV Solent, j'en ai retapé un troisième. Quand une telle avarie arrive comme ça, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Un peu de frustration parce que dire non là, mais bon, il n'y avait pas quelqu'un juste derrière, donc il n'y avait pas cette pression, donc ça allait. Et juste voilà, pas se blesser, pas faire de conneries. C'est vrai que sur le moment il y a colère, puis après ça s'est bien passé et ça s'est bien passé. Pour ça fini doucement, parce que c'est vrai que la traversée n'a pas été très reposante, on va dire. Gagnant de la deuxième étape et donc de la Mini Transat Île de Guadeloupe 2015, le skipper de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan remporte ainsi sa première victoire pour cette compétition. C'est le leitmotiv du Mini, quoi. C'est la Mini Transat. Toutes les autres courses, on va dire, c'est plus des courses préparatoires, c'est des courses d'avant-saison. Alors c'est sûr, hein, chaque course est une course, donc on la joue comme telle. Mais c'est vraiment, on va dire, le Graal de la série, quoi. C'est cette Mini Transat. Donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé le projet, c'est vrai que j'y ai toujours pensé parce que j'ai toujours voulu préparer le projet pour ça, pour cette victoire. Mais objectivement, moi c'était surtout déjà de traverser, de me faire plaisir et voilà, tout s'est bien déroulé. Apparemment, j'ai mieux joué que les autres et je suis super content. Pourtant, lors de la première étape, il se classait 3e à 9h du premier, David Baudard sur Flexirub qui a dû abandonner au début de la deuxième étape. Les autres skippers sont attendus cet après-midi à la Marina Bas-du-Fort après un peu plus de 12 jours de course et 2 à 5 heures de retard sur le vainqueur Frédéric Denis. Sauf avarie ou problème de dernière minute, c'est Michael Zambelli et Luc Berry qui devraient franchir la ligne d'arrivée, respectivement 2e et 3e de la série prototype. Et sachez que le seul Guadeloupéen engagé dans cette course, Carl Chipotel, est encore à 630 000 de la ligne d'arrivée. Il est 21e dans la catégorie série. Il est attendu dans la nuit de dimanche à lundi à Pointe-à-Pitre. On va parler maintenant de l'actualité sociale avec les médecins libéraux, de nouveau en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la généralisation du tiers payant prévu dans la loi de santé qui doit être examinée à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Un mouvement qui est relayé en Guadeloupe et qui doit se poursuivre tout le week-end. Les cabinets des médecins de garde restent tout de même ouverts pour garantir un service minimum aux patients. Selon les syndicats, si la loi de la ministre de la Santé Marisol Touraine est votée, elle aurait plusieurs conséquences. Justement, Éric Pommier a rencontré le docteur Nadia Rugard. C'est la présidente du syndicat des médecins unifiés de Guadeloupe. On l'écoute. Nous, sur le terrain, nous disons non à sa loi, qui n'est pas une loi adaptée au terrain, qui ne va en aucune façon aider notre population qui est en souffrance, tant financière que psychologiquement. C'est mettre à mal, bien sûr, la profession, c'est rendre encore plus difficile l'accès aux soins parce que les patients ne s'y retrouveront absolument pas. C'est faire la part belle aux mutuelles qui, elles, n'ont d'intérêt finalement qu'au niveau financier. Ce qui les intéresse, ce n'est pas leur déontologie, c'est pas la qualité des soins, c'est en fait le revenu que va
qui va découler de ces soins, Pour pouvoir techniquement en plus arriver à faire le tiers payant généralisé avec les mutuelles, financièrement il va falloir des arrangements techniques excessivement onéreux. Et qui va payer la note? Eh bien, ce seront les adhérents. La solution idéale, ce serait déjà d'améliorer ce qui existe. Il existe le tiers payant social, il n'est pas correctement utilisé. Donc, nous maintenons notre mouvement de grève. L'État sera chargé d'assurer un service minimum et nous espérons qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour tout un chacun. La date d'aujourd'hui n'a certainement pas échappé aux superstitieux. Nous sommes le vendredi 13, c'est d'ailleurs le 3e et dernier vendredi 13 de l'année 2015. Pour certains, ce jour est synonyme de poisse. Pour d'autres, au contraire, on en profite pour tenter sa chance au jeu de hasard, comme l'a constaté ce matin Richard Scott Tamar. Vendredi 13 novembre, une fois encore, des millions de joueurs vont tenter la fortune au loto, aux jeux de grattage, dans les casinos ou sur les hippodromes. C'est tous les jours un jour de chance. Et monsieur? Oui, j'y crois, bien sûr, forcément, puisque je vais jouer et je vais gagner. Au courant, à ce qui paraît c'est un jour de chance, mais bon, on verra bien si aujourd'hui la chance me tombe par-dessus. Okay. Le vendredi 13, il y a une influence. Bon, je fais un petit loto, mais je pense que la chance c'est tous les jours. C'est pas uniquement les vendredis 13. 25% de joueurs de plus en une seule journée. Cela devient une habitude pour ce buraliste. Dans son bureau de tabac, loto ou jeu de grattage, chaque vendredi 13 à la cote chez les joueurs, plus nombreux à tenter leur chance. Aujourd'hui, c'est effectivement spécial déjà pour nos clients parce que ce sont des personnes qui ont l'espoir de gagner des sommes en jeu qui sont beaucoup plus importantes que d'habitude. 129 millions à l'euro million, ça fait déjà une belle somme, sans oublier l'euro million, le code MyMillion à 1 million, pas 1 euro parce que oui. Et donc le Super Loto aujourd'hui qui est de l'ordre de 13 millions, donc c'est vrai que ça fait courir les foules et ça nous fait courir également. Croire un sondage réalisé en 2009 par l'Institut TNS Sofres, 41% des personnes interrogées se déclarent superstitieuses et les femmes plus que les hommes. Alors vous ne gagnerez pas, juste parce qu'il n'y a qu'un gagnant et c'est certainement pas nous. Politique, alors que le premier tour des élections régionales 2015 aura lieu dans 3 semaines, le président sortant Victorin Lurel présentait son programme hier au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Avant de présenter son programme, Victorin Lurel s'est longuement plaint du traitement qui lui est fait par la presse. Le reportage de Richard Scott Tamar. Le programme de Victorin Lurel se concentre sur 4 axes. Améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens, accroître le développement économique et le développement durable, et enfin, le rayonnement de la Guadeloupe à l'international. Je propose à la Guadeloupe une société apaisée, dans la concorde, dans la paix, dans la liberté, dans la tolérance, dans la laïcité, dans la solidarité. Je propose une deuxième chose, que la Guadeloupe garde ses institutions, la stabilité des institutions dans le droit commun de la République, refusant toute aventure ou toute proposition avançant masquée. Victorin Lurel était accompagné de ses principaux soutiens, notamment Éric Jalton, qui a mis l'accent sur la cohésion de son projet pour la Guadeloupe. Il n'y a qu'une candidature parmi les 10 qui concrètement n'est plus dans des intentions si concrètes, les listes sont déposées, les faits sont là, qui rassemble une grande majorité des maires de la Guadeloupe et leur majorité municipale, 23 sur 32, qui a été en mesure de faire signer 31 pratiquement maires sur 32. Il n'y a que Bémaro qui fait de la résistance. Même les 5 maires qui sont avec Charlus ont signé le C2DT qui est dans leur programme. Le candidat Lurel est apparu soucieux du traitement médiatique qui lui est réservé, allant jusqu'à remettre en question l'impartialité de certains journalistes.
Il y a une prise de position de la presse que j'estime pas honnête, pas objective, je le dis. Je demande pour qui roule Guadeloupe Première. Il y a 2 journalistes sur la liste de M. Jalus, M. Senneville, M. Nangis, c'est leur droit. Il y a la compagne d'un autre journaliste, M. Pincemaille, qui éditorialise, qui fait des billets d'humeur. Je me demande comment est gérée cette maison. Ce programme apparaît dans la continuité de ceux des 2 premiers mandats que le président sortant a présenté ce matin. Parlons économie à présent avec le WTC de Jarry qui accueillait hier matin les matinales de l'économie, un rendez-vous destiné aux chefs d'entreprise et qui avait pour thème les fonds européens, un sujet complexe et souvent méconnu par les intéressés. On fait le point avec Karine Gielman. Comment aller chercher les 900 millions d'euros de fonds européens ? Des aides aux entreprises existent, mais souvent elles sont méconnues par les entreprises, voire hors de portée tant la complexité des procédures est administrativement lourde. La région a mis en place une cellule pour pallier à ces difficultés. Elle est destinée directement aux entreprises. C'est le rôle de tous les partenaires institutionnels pour sensibiliser les entreprises qu'il y a des fonds à leur disposition pour pouvoir développer leur activité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les dossiers qui sont soumis soient de qualité. Et donc aujourd'hui, tous les experts qui sont réunis aujourd'hui sont là pour dire justement quels sont les fonds à leur disposition pour 2014-2020. À quelle porte frapper, quelles sont les procédures et quelles sont les conditions. En 2013, 11 000 projets ont ainsi été financés. La société Do It Outre-mer fait appel à ces fonds pour financer son déploiement à Cuba. Les fonds européens peuvent nous permettre, dans le cadre de notre développement sur Cuba, d'accompagner nos objectifs de déploiement sur l'île de Cuba, entre autres. Et d'une manière générale, il est bon aussi de connaître la structure et les indicateurs de qualité qui sont nécessaires pour faire aboutir un dossier à la région. FEDER, FSE, FEADER, les fonds européens sont disponibles pour différents secteurs d'activité. La session d'obtention d'aide directe 2014-2020 est disponible dès maintenant. Eux seront peut-être concernés un jour par ces aides européennes. Les jeunes de 16 à 25 ans ont rendez-vous aujourd'hui au WTC de Jarry pour leur avenir professionnel. La 8e édition du village régional de l'emploi et de la formation des jeunes a lieu jusqu'à 17h au programme orientation, formation, mais aussi job dating. Le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grell. Kessie, 21 ans, titulaire d'un BTS B3S, est venue afin de trouver une formation ou un emploi. Le village propose 130 exposants et 600 offres destinées aux jeunes entre 16 et 25 ans. J'ai vu qu'il y avait des offres en tant que GRH, pour travailler dans les assurances également. Donc c'est dans le domaine qui me plaît actuellement avec les soucis d'emploi, le manque d'emploi. Les jeunes sont vraiment à l'affût et ce serait vraiment un avantage pour nous en Guadeloupe de faire cette journée et surtout régulièrement. Organisé par la mission locale, le village consiste à rapprocher des demandeurs d'emploi, les employeurs ainsi que des organismes de formation. La mission locale, vous savez bien sûr que c'est la structure d'insertion des jeunes de 16 à 25 ans. Elle travaille très fortement en proximité avec les partenaires et je peux vous dire simplement que depuis 3 ans, le chômage des jeunes diminue, même si c'est encore insuffisant. En 2014, c'est moins 4%. Ça veut dire qu'un travail en profondeur se fait, que nous avons maintenant la certitude que nous sommes sur le bon chemin. 60% des jeunes entre 16 et 25 ans sont au chômage en Guadeloupe, mais une baisse de 4% en 2014 a été observée. Le village est l'occasion pour des centaines de jeunes de s'armer d'outils efficaces afin de se présenter à leur futur employeur dans de meilleures conditions. Un village qui est donc ouvert jusqu'à 17h au WTC de Jarry. La gendarmerie de Guadeloupe a lancé un appel à témoins pour retrouver le meurtrier présumé de Lucien Boissieu. Il y a 20 mois à Sainte-Anne, cet octogénaire était décédé des suites de ses blessures après avoir été traîné sur plusieurs mètres alors qu'un individu tentait de lui dérober sa voiture. Les gendarmes viennent donc de diffuser ce portrait robot. L'homme recherché serait âgé entre 35 et 45 ans. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 05 90 80 98 23.
Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Muriel Barlagne nous emmène ce midi au Brésil, nous parle d'un trafic de cocaïne en Colombie et d'une série de tremblements de terre au Venezuela. Voici la Minute Caraïbe. Les activités de la compagnie minière brésilienne Samarco ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre dans tout l'état de Minas Gerais, où la rupture de 2 de ses barrages a libéré jeudi dernier un tsunami de boue meurtrier, faisant 4 morts et une vingtaine de disparus. Le parquet de l'État de Minas Gerais a recommandé à l'entreprise minière d'adopter une série de mesures d'urgence pour venir en aide aux personnes affectées par la catastrophe. Il est notamment intimé à Samarco de verser un salaire minimum de 207 $ à chaque famille ayant perdu son logement et de fixer un délai pour reloger les 601 personnes sans abri dans des appartements ou des maisons. L'entreprise minière avait assuré la semaine dernière que le barrage principal qui a cédé avait été inspecté en juillet dernier et présentait des conditions totales de sécurité. Pourtant, son plan d'urgence en cas d'accident ne prévoyait pas l'utilisation d'une sirène pour prévenir les habitants, ce qui aurait pu limiter les pertes humaines. Les analystes internationaux ont estimé que Samarco pourrait rester fermé pendant 10 ans et que le coût du nettoyage du sinistre pourrait dépasser le $1 milliard. Plus d'une demi-tonne de cocaïne dissimulée dans le plancher de 2 autocars qui emmenaient des supporters de l'équipe nationale de football colombienne à Santiago du Chili a été saisie lundi par la police. Ces cars étaient partis de Cali, 3e ville de Colombie, et transportaient des supporters de la sélection colombienne qui joue jeudi dans la capitale chilienne pour les éliminatoires du mondial de 2018. Les chauffeurs sont actuellement entendus par la police qui enquête sur leur degré d'implication dans ce trafic de drogue. Les supporters ont dû trouver d'autres moyens de transport pour se rendre au Chili. La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, composant de base de la cocaïne, dont elle a exporté environ 442 tonnes en 2014, soit 52% de plus que l'année précédente. Un séisme de magnitude 5,1 s'est produit dans la province de Mérida, causant un important glissement de terrain, provoquant la mort d'un conducteur de véhicule et 4 blessés. 19 répliques ont été enregistrées par l'Institut pour la protection civile et de gestion des catastrophes de Mérida, l'INPRADEM. Un autre véhicule poussé par le glissement de terrain a été projeté dans une ravine, mais le conducteur a été sauvé par les pompiers secouristes dépêchés sur place. Retour en Guadeloupe avec cette opération caritative organisée aujourd'hui dans tous les restaurants McDonald's, Mac Happy Day, un rendez-vous désormais annuel en faveur de la lutte contre la drépanocytose. Et vous avez certainement dû voir son sourire sur toutes les affiches pour cette opération. C'est celui d'Alik, un enfant drépanocytaire. À 10 ans, il nous donne une belle leçon de vie. Voici son portrait. Alik va à l'école, regarde des dessins animés, apprend à jouer de la guitare. Un enfant comme un autre, à une exception près. Depuis l'âge de 4 ans, il mène un combat contre la drépanocytose. Pas plus tard que la veille de notre rencontre, Alik a fait une crise alors qu'il était en classe. La drépanocytose, une maladie dont il parle sans tabou et avec beaucoup de maturité du haut de ses 10 ans. On ne cesse de souffrir et on ne peut plus rire. On perd le sourire et on ne peut pas guérir. Et en fait, on peut finir par en mourir. Moi, par contre, j'ai mal au dos quand je fais des crises. Mais ça peut être n'importe où, mais moi, c'est plus souvent au dos. Et faut vraiment boire beaucoup d'eau pour que ça aille mieux. Là, par exemple, en ce moment, est-ce que tu as mal quelque part ? Non, je n'ai pas mal, mais à cause de la maladie, on est fatigué et on s'essouffle vite. Une maladie qui nécessite une vigilance au quotidien, privilégier l'ombre plutôt que le soleil et surtout veiller à ce qu'Alik boive suffisamment chaque jour, la déshydratation étant un facteur de risque de déclenchement de crise. Il y a quand même des gestes de survie à connaître, savoir quoi faire quand il est en crise. Et à partir de là, c'est un moment où, de tout instant, il faut être vigilant, si on ne veut pas perdre son enfant. Depuis qu'il est sous cyclose, le nouveau médicament, le quotidien, ça va mieux. Quand il était petit, il était souvent hospitalisé. Les nuits, je me réveillais toutes les nuits pour voir s'il allait bien, s'il respirait bien, s'il ne faisait pas de fièvre. Parce que quand il est petit, dès 38,5, il faut les emmener aux urgences. C'est l'hôpital, c'est l'hospitalisation. Et depuis qu'on l'a mis sous cyclose, on vit un peu mieux. Il fait moins de crises.
Et cette souffrance au quotidien, Alik a décidé de la décrire à travers un slam. J'ai souvent mal aux os, je me sens mal dans ma peau. Je dois me lever tôt pour aller à l'hosto. De la morphine il me faut et encore boire de l'eau pour repartir aussitôt. Guérir pour arrêter de souffrir, agir et non subir toutes ces maladies qui nous gâchent la vie. On voudrait en finir. Et sachez qu'aujourd'hui, la totalité des sommes perçues pour la vente de Big Mac sera reversée à l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. On passe au sport, J-1 avant le 7e tour de la Coupe de France de football. Le CSM affrontera, on le rappelle, l'équipe de Mulhouse. De son côté, l'Étoile de Morne-à-l'Eau recevra demain à 15h aux Abîmes le club de l'UJA Maccabi. Les Parisiens qui sont arrivés en début de semaine en Guadeloupe et qui s'entraînent au stade de Convenance à Bémao. Ils s'habituent peu à peu à notre chaleur, comme l'ont constaté Patrick Curie et Esmeralda Grel. De penser à ça, il faut faire avec. Il ne faut pas toujours dire il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, c'est bon, on l'a dit une fois, c'est fini. Il faut faire abstraction de ça. Il faut arrêter de se mettre ça en tête, c'est pas bon. La chaleur, pire ennemie de l'équipe UGA Maccabi Paris, débute son entraînement sur le terrain de Convenance en vue de son match de Coupe de France. Alors cette stratégie, on va certainement jouer comme on le fait d'habitude, donc il n'y a pas spécialement de stratégie particulière. On essaie de s'occuper de nous déjà dans un premier temps, d'essayer de faire ce qu'on sait faire et du mieux possible. Donc on va jouer comme on le fait en fonction de la qualité de l'équipe et du potentiel de l'équipe. Voilà, on ne va pas trop se fier à l'équipe adverse. Un double enjeu pour le capitaine de l'équipe, originaire du Moule, qui se réjouit de jouer devant sa famille. Franchement, ça me fait très plaisir. Franchement, on va pas dire un rêve, mais jouer devant toute ma famille, devant mes amis, devant mes cousins, devant tout le monde, franchement, je suis super content et ça me fait très plaisir. Non, franchement, pas du tout. Nous, on s'occupe pas d'eux. Juste, on a eu des petits échos que apparemment, c'est une équipe très athlétique. Sinon, non, nous, on est venu jouer notre jeu, on se concentre que sur nous. Une équipe qui semble à la portée de l'Étoile. Un rendez-vous donné ce samedi à 15h au stade des Abîmes. Cette édition touche à sa fin, mais avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Et regardez cette très belle carte, tout le monde devrait bénéficier d'un magnifique soleil avec des températures comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.